Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. On est ravis d'être avec vous pour cette deuxième journée des rencontres de l'esprit critique. Pour être totalement transparent, pour celles et ceux qui ont été ici hier, Clément Fraisse doit nous rejoindre. Mais comme il a fini tard, il m'a dit texto, j'ai mis mon réveil à 9h15, mais il a sonné à 9h40, donc j'arrive en petite foulée, hein, Dixit, donc il risque d'être sans doute un petit peu essoufflé. On lui pardonne par avance. Mais on va commencer, ça va le faire venir. Vous savez que vous avez le loisir d'assister à de nombreux échanges aujourd'hui, des ateliers pratiques, des spectacles autour de l'esprit critique. Et pour ouvrir cette journée, dans notre amphithéâtre, un intitulé d'une sobriété qui confine presque à l'ascèse. Que croire? Qui croire? J'aime bien dire ça à un Suisse, mais Suisse souriant et pas assez ascétique finalement. Ouais. Vous êtes assez incarné pour un Suisse, c'est bien. Alors pour échanger justement, on s'est vu hier, Pascal, on est super à l'aise maintenant. Pascal Wagner-Egger, vous êtes enseignant-chercheur en psychologie sociale à l'Université de Fribourg, auteur du bruit de la conspiration, psychologie des croyances, aux théories du complot. Jean-Paul Krivine, bonjour Jean-Paul. On a eu aussi le plaisir de vous voir sur notre table hier. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de Sciences et Pseudosciences depuis 2001, la revue de l'Association française pour l'information scientifique, l'AFIS. Julien Pain, bonjour. Nous, c'est Prums, c'est la première fois qu'on se voit. Vous êtes journaliste à France Info TV, spécialisé dans l'utilisation et la vérification des contenus. Alors, on m'a dit amateur ou provenant des réseaux sociaux. C'est bon, ça? Enfin, de tous les contenus, finalement. C'est pas uniquement... Non, les contenus. Et il faut le dire devant le micro parce qu'on a enregistré. Prenez le micro, je vous en prie. Oui, non, si c'est les contenus dont on parle, oui, Oui, oui. c'est l'amateur que je vérifie en général. Une tâche, oui, digne de Sisyphe, on va en parler. Et on va laisser, comme je l'ai dit, tranquillement venir Clément Fraisse. Alors, que sont devenus nos référents naturels, nos figures d'autorité? Beaucoup de lignes sont brouillées aujourd'hui. Alors, vers qui se tourner pour obtenir une information fidèle à ce qu'on pense être la vérité? On va tâcher de répondre à ça en 1 heure. Hein. C'est complexe, c'est bon, ça vous va? Moi, Pascal, on commence avec vous. Vous avez trop la patate. J'ai envie d'utiliser cette belle énergie du matin. Oui, ben, volontiers, merci. Est-ce qu'on déjà on va croire un scientifique comme vous? Avant, oui, il y a 20 ans, d'accord, mais aujourd'hui, j'ai déjà envie de vous remettre en question à peine vous avez ouvert la Non, bouche. mais vous avez raison. Finalement, je devrais vous donner de bons arguments pour que vous me croyiez. Et c'est ça, finalement, hein, la science, c'est que on dit parfois que c'est aussi une forme de croyance. Ah, voilà. On fera pas de ramène ta fraise, On mais vient de commencer, donc t'es même pas en retard. Ouais, je viens Sur le réveil qui a changé tout seul d'heure, on était dubitatif. Je te cache pas que on fait une table ronde sur les fake news, ça me semblait la première de la journée. Que croire, pas mon réveil, voilà. Ce passage C'est à l'heure ça. d'été. ce passage allez, à on va l'heure laisser d'été. Pascal. Reprends ton souffle, J'aurais Clément. aimé Ça va, vous y ça va. voir, monsieur Pain. Donc la science, Pascal. Est-ce qu'on Oui, croit les alors, scientifiques? alors je disais oui, ne me croyez pas sur parole justement, c'est-à-dire que finalement ce qui différencie croyance et science, puisque j'étudie les croyances de façon scientifique, donc je peux me rendre compte un petit peu peut-être de la différence, c'est que justement les croyances finalement on pense, on postule l'existence de quelque chose d'un être ou d'un phénomène sur base de preuves qu'on jugera insuffisantes. C'est-à-dire, c'est ça, c'est que les scientifiques ou les scientifiques ou les journalistes trouveront que les preuves sur Internet de croyances aux théories du complot ou croyances paranormales, des photos floues de fantômes, ce sera des preuves jugées insuffisantes. Donc en fait c'est ça, le scientifique, il a aussi des croyances, finalement on n'appelle pas ça des croyances, mais les théories et les hypothèses, ce sont finalement des croyances, puisqu'on postule aussi l'existence de certaines choses, mais la grosse différence c'est que c'est sur la base d'éléments de preuve qui sont bien meilleurs, donc c'est surtout une affaire de méthode et d'éléments en fait. On va avoir le loisir d'approfondir ça. De l'autre côté, Jean-Paul Krivine, vous êtes d'entrée de jeu, vous mettez les pieds dans le plat. Vous êtes un peu surpris du fait que pour des gens qui s'intéressent à l'esprit critique, on utilise le verbe croire. Que croire, qui croire? Alors, surpris, je l'utilise aussi, donc, mais il y a un paradoxe quelque part pour des gens se réclamant de l'esprit critique, d'utiliser le mot croire, croyance, quand on veut renvoyer à des faits scientifiques dont on pense a priori que c'est l'argumentation qui doit fonder ce en quoi on croit justement. Enfin, donc il y a un paradoxe autour de ce mot-là. En fait, il y a une explication toute simple, c'est qu'on ne peut pas nous savoir tout et vérifier tout. Donc on est bien obligé de croire, c'est-à-dire qu'on ne va pas nous refaire toutes les expériences que les scientifiques nous disent. Quand ils disent qu'ils observent des atomes, qu'ils mettent en évidence une efficacité d'un vaccin, on ne peut pas nous refaire les expériences. Donc on est bien obligé de croire des gens
ou j'emploierais plutôt un terme qui me semble plus adapté, d'accorder notre confiance à certaines sources d'information. Ça, je crois que c'est important. Alors, on y reviendra dans la discussion. C'est à quelle source d'information selon le type de sujet qu'on veut faire. Mais je rajouterai juste un point très rapide pour ouvrir aussi la discussion. Je dirais très simplement, il peut être tout à fait rationnel de croire en des idées fausses. La rationalité et la vérité sont deux choses différentes. Et je crois qu'on y reviendra justement. Tout à fait. Alors, vous tendez la perche par rapport à Julien Pain. Vous aviez un job quand vous avez commencé dans le métier. C'était le truc un peu glamour, sympa, journaliste. Tout le monde a envie d'être en école de journaliste. Je grossis le trait volontairement. Aujourd'hui, vous êtes voué aux gémonies. On parle de Journalope, Merdia, tous les trucs affreux qu'on dit sur vous. On ne vous croit plus. Vous êtes la 5e roue du carrosse, presque vilipendé. Ne dites pas à ma mère que je suis journaliste. Hein. Il y a des choses vraies parmi toutes Vous les allez choses vous qu'on calmer dit un sur- petit peu là, j'ai entendu collabo, journalope, Collabo. on va se... Hein Bienvenue à Toulouse. Voilà. Nous aussi, On les dirait scientifiques pas ça à aussi. Delahousse, hein, vous êtes confus. Hein Votre collègue de Ouais, bureau. alors après, il faut pas croire qu'il y a... Moi, quand j'ai commencé, j'ai pas commencé dans les années 40, hein, donc il y a 15 ans, 20 ans, il y a 15 ans, il y avait déjà des réticences par rapport aux journalistes. Hein. C'est pas quelque chose qui est né comme ça avec la pandémie. Hop, on a découvert que il y avait des collusions entre les puissants de ce monde. Mais c'est vrai que là, avec la pandémie, le mouvement des Gilets jaunes déjà, je pense que le mouvement des Gilets jaunes pour Oui, nous c'est a quoi été les jalons pour vous? Vous avez je vraiment pense vu que un bascule. oui, le mouvement des Gilets jaunes, ça a été un vrai basculement où il y a un mouvement citoyen avec des revendications tout à fait compréhensibles qui est né sur les réseaux sociaux, complètement en dehors des médias, sur lequel nous, on a démarré peut-être à la traîne, mais ensuite qu'on a surcouvert, c'est-à-dire que ça a été un raz-de-marée où on a eu, voilà, les médias l'ont surcouvert. Et ce mouvement-là s'est vraiment développé dans l'idée qu'il transmettait l'information en dehors des médias. Même si le paradoxe, on l'a tous vu, c'est que dans les manifestations, il y avait à la fois une agressivité parfois contre les journalistes et en même temps un énorme besoin et désir d'être couvert. Parce que je pense que si vous regardez que Internet, vous voyez des gens qui nous insultent, nous traitent de journalopes sur les réseaux, vous vous dites ils nous détestent tous ces gens. Il faut faire attention au prisme où on a l'impression que ces gens sur Internet représentent la majorité. Quand moi j'allais dans les manifs de Gilets jaunes, il y avait aussi plein de gens qui voulaient s'exprimer, qui venaient me voir en me disant mais donne-moi la parole, vous me donnez jamais la parole, et quand tu leur tends le micro, ils étaient très contents de parler. Donc il faut faire attention à ce prisme aussi. Les gens qui disent journalope, ou collabo ou merdia, c'est une minorité de gens sur Internet qui sont organisés, qui s'organisent parfois pour lancer des raids, enfin on pourra en parler aussi. Je vais vous demander de mettre le micro le plus près possible. Voilà, c'est pas la majorité des gens. Et moi, je voudrais juste préciser ça quand même, c'est que, évidemment, il y a une défiance envers les médias, on peut en parler, j'ai l'habitude d'en parler, mais quand même, quand on va dans la vraie vie, quand on sort des réseaux sociaux et qu'on va discuter avec les gens, on s'aperçoit que beaucoup de gens, passé la petite réticence de base qui est oui, mais moi je lis pas Le Monde et France Télé m'intéresse pas, quand on engage le dialogue, il n'y a pas une haine non plus. Il y a au contraire de la curiosité et une envie de partager. Moi, j'ai beaucoup ressenti ça plutôt que de la négativité. Ouais. Oui, c'est vrai que quand on passe notre temps, je m'inclus dedans, à être sur Twitter et avoir les polémiques sur Twitter, on ne se rend pas compte que ça représente une infime minorité des gens et qu'on risque, enfin que ça concerne des gens qui se connaissent déjà, enfin dans le milieu médiatique où ça foisonne un peu, mais ce n'est pas l'immense majorité. Alors Clément, vos neurones sont en place. Oui. On m'a dit que vous avez été brillant. Oui. Alors les figures d'autorité en sont battues en brèche et parfois elles nous trahissent. Prenons l'exemple de votre ami Monsieur Raoult. Oui, un confrère de la cité phocéenne. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire après ça? Je sais pas. Oui, typiquement. Alors en plus, moi je l'ai vécu de l'intérieur parce qu'étant moi-même marseillais, si vous voulez, dans la mesure où c'était notre figure locale pendant quelques temps, c'était très dur de dire à des gens que ce qu'ils disaient, ben voilà, et c'est d'autant plus dur que les figures d'autorité, elles sont multiples, elles sont aussi décroissantes, donc ça part du grand professeur machin jusqu'à n'importe quel membre du personnel hospitalier, et en fait, quand vous avez fatalement une ville comme Marseille qui est grande, statistiquement on connaît tous une aide-soignante, un aide-soignant, un machin, et donc fatalement si ces gens-là sont du côté de Raoult, c'était très dur de faire entendre raison, le généraliste de ma grand-mère était du côté de Raoult, etc. Donc c'était épouvantable autour de moi à quel point je pédalais dans la semoule, quoi. Alors de façon plus sérieuse, justement, oui. puisque vous êtes mentaliste, expert de l'esprit critique, comment on fait pour essayer de convaincre alors, hier, on avait une table sur arriver à convertir grâce à l'entretien épistémologique. Alors, c'est volontairement j'aurais dû y être. Un peu provocative, je ne sais pas comment on dit, mais provocante en fait. Ouais. Merci. C'est le mot. C'est moi qui suis fatigué. Hein. Voilà. Ouais. Vous m'avez transmis quelque chose là. Il n'y a pas de souci, je vous en prie. Donc ça veut dire que
plus sérieusement, puisque vous êtes confronté à ça, vous dites, bon voilà, il y a une figure d'autorité, Oui. c'est à Essian que je voulais parler de Raoult, et comment on fait pour convaincre, pour se dire, mais attendez, ça c'est peut-être quelqu'un qui avait du crédit à un moment donné, mais là, vous voyez, il est complètement décrédibilisé, soyez conscient de ça. Comment vous avez fait, vous? Outrepasser une figure d'autorité, c'est quand même excessivement compliqué. Moi, je travaille beaucoup, mais alors ça, c'est un caractère presque, à l'allégorie et à la métaphore. C'est-à-dire que généralement, mais même quand par exemple, je dois dénouer que ce soit des conflits avec ma femme ou avec d'autres personnes dans mon entourage, j'essaie de dire, attends, là, ça va pas, c'est comme si quelque chose. Alors, comparaison n'est pas raison, jamais, mais quand on trouve une espèce de métaphore ou d'allégorie, ça fonctionne mieux. Et dans le cas présent, c'est vrai qu'avec Raoult, ça m'a pas mal aidé. En fait, vulgariser des préceptes d'esprit critique, surtout qu'à côté de ça, on leur dit, c'est-à-dire que moi, par exemple, typiquement, j'ai dû me battre 10 ans avec ma grand-mère pour lui expliquer qu'il fallait croire les scientifiques sur l'homéopathie. Là, Raoult est un scientifique, donc maintenant, il faut lui expliquer qu'il ne faut pas croire les scientifiques quand ils disent des conneries. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que ça paraît extrêmement contradictoire pour des gens qui n'ont pas l'habitude. Et effectivement, ça rajoute une question à ceux qui croient et à ceux que croire, c'est quand croire. Et effectivement, encore une fois, c'est la méthode et les données qui comptent, et non pas les CV, et on l'a vu. Et c'est aussi la raison pour laquelle l'argument qui peut paraître rigoureux des conflits d'intérêts n'en est en réalité pas un. Il est il y a quelqu'un qui pourra en parler dans cette salle mieux que moi, il est absolument totalement dévoyé par les conspirationnistes, parce qu'en réalité, effectivement, les conflits d'intérêts, c'est donc mettre un marqueur. Attention, là, il y a quelque chose, il y a un red flag, peut-être qu'il y a quelque chose, on va voir, mais ça n'invalide pas les données que cette personne peut produire. Or, Raoult, j'avais une formule que j'avais donnée dans je ne sais plus quel média où je disais, je fais de la science sur scène, Raoult, lui, fait du spectacle en laboratoire. Et généralement, il y a ce que me disait M. Sam qui est vrai, c'est que, surtout, ça a été vrai dans la pandémie, en tout cas, c'est pas quelque chose de rigoureux comme n'importe quel d'ailleurs principe d'esprit critique, hein, c'est à prendre avec parcimonie et selon le moment. Mais en ce moment, ce qui fonctionne bien pour se demander si quelque chose est vrai ou pas, dans le contexte actuel, c'est est-ce que ça ressemble trop au scénario d'un film ou pas. Donc là, on a un héros solitaire quand même, qui est abandonné de toute la communauté. Il y a les méchants, ils sont plein de pognon, et puis il y a les gentils. On est sur des archétypes, et ça on est sur des archétypes de Ouais. films de série B d'ailleurs. Donc c'est pour ça que voilà. Et c'est pour ça que c'est parfois super compliqué effectivement d'outrepasser les figures d'autorité quand elles sont vraiment des arguments d'autorité, spécifiquement le cas de Raoult, qui effectivement a un certain CV dans le monde des maladies infectieuses. Et aussi un autre critère, c'est ce qui passe chez Hanouna. Moi, c'est C'est un très bon ce critère. moment, un grand scientifique est chez Hanouna. Tiens, je pense qu'on peut avoir une alerte rouge quelque part. Moi, il y a un truc. Qualifie d'emblée. Il y a quelque chose dont je me suis fait la réflexion en réalisant mon documentaire sur la Covid, qui va sortir, c'est que c'est qu'en fait, il y a une... généralement, la vérité... alors, il ne faut pas que je me trompe parce que c'est le matin, je ne suis pas réveillé, mais en fait, la vérité a des facteurs excessivement multiples et des raisons généralement très simples. Donc, dans le cas présent, il y a eu une infinité de facteurs qui ont fait que la gestion de la crise a merdé, mais la raison, elle est simple, c'est l'incompétence, et derrière, il y avait aussi la volonté de soigner des gens, et le quoi qu'il en coûte, et tout ça. Lorsque les complotistes annoncent une vision de la vérité, ou même généralement, les facteurs sont excessivement simples, c'est parce que c'est des méchants, machin. Et les raisons sont excessivement multiples. C'est oui, mais parce qu'il y a des liens d'intérêt, il y a l'argent, il y a Bill Gates, il y a Big Pharma, machin, etc. Donc en fait, on inverse un rapport de force entre la multiplicité, c'est-à-dire que les raisons, c'est l'argent, voilà. Et derrière, en fait, on invoque tout un tas de. Et pourquoi de l'explication la plus paramètres complexe, la plus alambiquée, reste la plus attirante? On nous cache tout. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des gens qui ont du pouvoir parce que justement, comme on n'en a pas sur eux, moi, j'ai pas de pouvoir sur Emmanuel Macron. Voilà, je n'ai pas l'impression, en tout cas, là maintenant, non, il n'y a pas grand-chose. Et donc, fatalement, si jamais j'ai compris que ce mec-là me ment et me manipule depuis des années, ben dans ce cas, je suis un peu au-dessus de lui, parce que moi, on ne me la fait pas. Et ce sentiment d'autosatisfaction intellectuelle, d'outrepasser des gens qui ont un pouvoir sur nous, elle est extrêmement grisante dans un monde où le peuple a perdu totalement confiance en ses élites. Moi et les moutons. Pascal, de point Oui, de vue mais je scientifique. voulais rebondir sur l'aspect narratif des théories du complot. Ça, c'est effectivement, il y a une recherche scientifique qui montre que si on emballe un événement de façon plus spectaculaire ou mieux raconté d'une façon plus étonnante, les gens pensent qu'il y a plus facilement un complot derrière. Et il y a ce bel extrait de chez Ardisson, je ne sais pas si vous l'avez vu, revu, c'est les archives de l'INA qui l'ont montré il y a quelques semaines, où on voit Thierry Messant quand il a parlé du 11 septembre. Et on voit les acteurs et actrices il y a ceux
ceux de Caméra Café qui sont là et qui écoutent. Et d'abord, ils sont intéressés par tous ces trucs bizarres. Ils disent ouais, incroyable. Puis au bout d'un moment, ils disent mais quand est-ce que James Bond arrive quoi, dans votre histoire? Et c'est exactement ça, c'est-à-dire ils disent mais c'est un scénario de film et comment surtout vous savez ça quelques mois, moins d'une année après les événements, vous connaissez tout ce qui s'est passé dans les services secrets et tout, donc il y a vraiment un scénario. Et si je peux me permettre de rebondir, parce que cette vidéo je l'ai vue, c'est un classique, Bruno Solo dit un truc super intéressant, il dit mais moi ça me fait peur parce que Thierry Messant sort comme argument, c'est voilà, que les manuels de pilote des Boeing c'est des grands trucs avec plein d'armoires et tout, et que là le manuel retrouvé traduit en arabe dans la voiture d'un des terroristes, c'est un petit livret de 20 pages. Et donc ça, c'est soi-disant une preuve, c'est comme les passeports brûlés, machin, qui ont été retrouvés dans. Bon bref, il y a 1 milliard d'explications à tout ça. Et Bruno Solo dit ouais, mais là, enfin, c'est un gamin de 3 ans qui a fait un complot, c'est pas quelqu'un qui voilà. Et ça, alors bon, effectivement, lorsqu'on trouve des 666 de Le partout, complot ça fait demande rire, un esprit rare, voilà. disait Michel Rocard. Ouais, absolument, mais c'est ça qui est amusant, c'est que bon, alors outre le fait de retrouver des 666 de partout et de trouver la numérologie, et ça c'est voilà, là on est sur des délirants, mais pour des gens qui sont un peu voilà, même rationnels dans la vie de tous les jours, mais qui vont croire en ces choses-là, effectivement, le fait qu'on puisse démonter un complot avec une facilité déconcertante alors que ça a été mis en place par les plus grands services secrets du monde, c'est intéressant quand même. Ardisson, c'est quand même une figure intéressante, je pense, quand on est dans l'univers médiatique, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas journaliste, justement, et qui n'a jamais, en tout cas, moi j'ai demandé à l'interviewer plusieurs fois sur cette interview en particulier, mais d'autres, hein. Et c'est impossible en fait. Et le problème, c'est qu'en fait, pour lui, à partir du moment où il fait une sorte de show avec cette personne qui va te dire quelque chose d'exceptionnel à l'antenne, ben forcément ça attire plus. Si je te dis la même chose que la version américaine, bon, je t'écoute, mais je l'ai déjà entendu 100 fois, pourquoi je t'écouterai? Par contre, Ardisson, il a cette capacité. C'est le seul mec de France Info à qui il faut demander de remettre le micro près de la bouche, on est d'accord? Ouais, mais alors, j'ai jamais vu un micro, parce que là c'est les micros de chanteurs où tu parles comme ça. Oui. Un micro de journaliste, tu parles comme C'est vrai, c'est vrai. Là j'ai l'impression Et la d'être SM58, Céline Dion en fait, tu vois. C'est directif. Comme ça. C'est D'accord, mais ça c'est un micro de voilà, j'ai pas l'habitude, C'est je ça. peux vous pousser la chansonnette. Mais pour dire, Ardisson, c'est quelqu'un qui a toujours refusé de s'expliquer vraiment là-dessus. Il Oui. a balayé d'un revers de manche en disant, voilà, à cette époque-là on n'avait pas les infos, et puis etc. Mais il lui donne la parole. En plus c'est monté Ardisson, donc en plus c'est pas comme si c'était du direct. Oui, c'est jamais du direct. Voilà. Donc c'est très étonnant, et ça fait beaucoup de mal, je pense, à notre profession à nous, parce que je pense que dans la tête des gens, c'est pas forcément très clair la différence entre un journaliste Le mélange des genres. et quelqu'un qui fait de l'entertainment. Et je crois qu'on a une table ronde d'ailleurs tout à l'heure sur ce que c'est que l'infotainment. Donc on peut mettre quotidien par exemple, et je reprends Hanouna, où effectivement on ne sait plus qui est animateur et d'où il s'exprime. Et je pense que pour les gens, il y a vraiment une confusion. Et c'est aussi pour ça que nous, on a tant de mal à expliquer le travail qu'on fait. C'est parce qu'il y a des gens, voilà, Ardisson, je suis sûr que si on faisait un test dans la rue, entre un Ardisson et puis, je sais pas, même de la Housse, la Pix, etc., probablement que des gens ne verraient plus la différence. Alors c'est aussi peut-être parce qu'on a starifié les journalistes et que c'est peut-être pas la bonne. Et la majeure partie des débats de la campagne en cours ont eu lieu chez Hanouna. Hein, t'en parlais tout à l'heure. Ouais. Il y a des émissions. Oui, il y a une politiques chez bascule Hanouna. qui s'est faite, puisqu'on Ah était ouais. parti du strict entertainment vers quelque chose où Oui. il commence à prendre un poids politique. Donc ça veut Pour dire que tout est brouillé. On va revenir juste 30 secondes sur le côté des scientifiques. Vous le disiez justement, Clément, enfin, entre Raoult, qui était une figure d'autorité, le scientifique classique, bah, finalement, il ne faut plus le croire, donc, parce qu'il joue un double jeu. Donc, comment on fait? Il faut glamouriser la science, il faut Si je peux juste la faire rendre... une parenthèse sur ce qu'on disait, si c'est juste possible ou pas, sur la starification de la. Oui, tout est possible, on C'est- discute. c'est hein. c'est la recherche du buzz et du débat qui fonctionne comme ça, spécifiquement sur des chaînes comme celle de la TNT où il y a besoin voilà, pour des recettes publicitaires. Et là où c'est terrible, c'est que ça contribue à une vraie, parce qu'on ne s'aperçoit pas des effets à court terme, mais des effets à long terme, on commence à s'en apercevoir depuis que ces émissions sont là. C'est qu'il y a une politisation folle des masses et dans des extrémismes absolus, puisque comme en plus c'est des émissions interactives où ils lisent les tweets à l'antenne, tout ça, et moralité, il y a une polarisation de la pensée qui se fait. Pas plutôt l'inverse, il faut que les choses qui clivent pour qu'il y ait Oui, tout à fait. des bad buzz. Oui, mais c'est un cercle vicieux, parce que du coup, c'est aussi ces émissions-là qui ont mis en avant énormément les complotistes durant la pandémie, énormément les gilets jaunes, les complotistes, etc. Et donc, mine de rien, il y a une vraie polarisation de la pensée. Et c'est les premiers à s'en plaindre hein, sur les plateaux. Voilà. Je raconte une anecdote toute personnelle.
personnel, je connais quelqu'un qui devait débattre avec Henri Encaude, qui n'était pas pour l'obligation vaccinale. Et la nana, alors je vous le fais avec un accent parce que j'adore jouer comme ça, mais la nana au téléphone, il fait ah non mais vous comprenez, en fait, il faut un pour et un contre l'obligation vaccinale. Sinon les gens vont pas comprendre, ils vont être perdus. Alors qu'on peut très bien débattre avec Henri Encaude sans être pour l'obligation vaccinale. Et donc c'est ça les émissions de Hanouna, c'est on va inviter une femme voilée intégrale, enfin une caricature, il y en a 3 comme ça en France. De l'autre côté, le dernier des fachos, on va dire allez-y débattez, vous allez voir ça va être utile. Oui, Et un quart d'heure derrière pour ça les buzz, juifs, un quart d'heure pour les c'est nazis, ridicule. on dit. Voilà. Oui, oui. Jean-Paul Krivine, depuis tout à l'heure, vous rongez votre frein. Là. Il y a quelque chose qui doit sortir, Jean-Paul. Non, On va faire un peu de pas du tout. maïeutique. J'écoute, mais en fait, c'est assez difficile parce qu'il y a plein de débats qui se mélangent, Oui, qui sont la question de la place de la science, de la croyance et des débats de société, la question du journalisme, etc. Je voudrais donner quelques éléments. Premièrement, il y a un peu un côté arroseur arrosé sur place du point de vue des scientifiques. La science s'est construite en contestant les autorités. C'est-à-dire que le siècle des Lumières, l'histoire de la science, c'est contester, l'autorité, la vérité révélée. Et donc, c'est pas quelque part illogique que quelque part on se retourne devant les scientifiques en leur disant pourquoi devrais-je vous croire. Et donc ce côté arroseur arrosé, cette figure d'autorité, elle n'est pas non plus à écarter complètement derrière. La question est de savoir comment justement on explique quelque chose qui est compliqué dans le débat sur ce qu'est la méthode scientifique, qu'est-ce qui nous amène à dire un certain nombre de choses. Et là-dessus, on peut avoir des discussions infinies. Moi, je ne vais pas dire que j'ai un pessimisme. Je pense qu'il faut d'abord des arguments. On pourra le développer, mais il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas sur le terrain de la science qu'on va régler une question, une discussion qui ne relève pas de la question de science fondamentalement. et pourtant, c'est ce qu'on vous demande. On vient vous chercher. Oui, mais je pense qu'on a tort. C'est-à-dire que la science donne des éléments. On peut prendre sur les vaccins, sur les OGM, sur l'énergie. La science dit un certain nombre de choses, mais elle ne dicte pas ce qui doit être fait dans la société. Or, si les gens aujourd'hui se retournent contre la science, ils se retournent en général contre le système, ou pour telle chose, ou pour quel type d'agriculture, pour une politique contre une politique qui est menée. Et la science, parfois, est prise en otage là-dedans parce qu'on lui fait dire plus que ce qu'elle dit. Soit on dit que, je ne sais pas, tel produit est un poison, il n'y a plus de débat. Oui, maintenant, elle est dans le jeu, elle ne peut pas s'en abstraire. Donc, et c'est difficile parce que la science, contrairement aux arguments fallacieux, spécieux ou aux théories du complot, elle a besoin de temps, elle a besoin de réflexion, elle a besoin d'étapes pour expliquer. Oui. Donc, est-ce que c'est un combat qui est inégal, difficile ? Il y a une asymétrie. Je veux dire, on a souvent utilisé le terme de la fameuse loi de Brandolini, c'est-à-dire une asymétrie dans l'argumentation et une asymétrie dans la temporalité. C'est-à-dire que pour affirmer quelque chose qui est erroné, il suffit de 2 secondes, le vaccin tue. Et puis pour démonter ce genre de choses, il faut un temps infini. Et l'asymétrie, elle est aussi dans le type d'argumentation. C'est-à-dire que, je veux dire, ceux qui sont contre vont dire des arguments définitifs, et puis les scientifiques vont dire jusqu'à là, on n'a pas montré que sur le vaccin, on ne va pas dire qu'il n'a jamais d'effet secondaire. Donc elle est dans la nuance, dans la subtilité, qui fait qu'on repousse toujours en disant vous n'avez pas montré que, et donc continuez à chercher, vous allez bien montrer un jour que c'est dangereux. Donc il y a une asymétrie. Mais ceci dit, le débat tel qu'il est posé souvent dans les contestations de figures d'autorité, encore une fois, c'est un débat de société sur des questions de société dont la science est un peu prise en otage. Donc il faut que la science donne ces éléments, il faut que les journalistes rendent compte de ces éléments, mais il ne faut pas non plus se tromper de type de débat. C'est-à-dire qu'on a un peu kidnappé la science. Est-ce que la temporalité de la science est adaptée au système qui, bon, c'est accéléré, on ne va pas faire la tarte à la crème du numérique et des 20 ans d'Internet, etc., un clou chasse-lotte, le buzz quotidien, machin. Est-ce que, comment elle peut muter pour répondre à ces nouvelles exigences? Alors, elle le fait, oui. La temporalité, je dirais, il y a un conflit de temporalité entre celle de la science pour établir ses connaissances et celle, je ne vais pas dire de l'opinion publique, mais tout simplement de la décision qui doit prendre des décisions justement dans une temporalité qui est propre. Et on l'a vu complètement dans la crise du Covid. C'est qu'au début, la science, elle savait un peu de choses, mais pas beaucoup, et encore et très peu par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui. Par contre, la décision, il fallait la prendre à un temps donné. Donc là, il y a quelque chose qui est souvent très mal compris, c'est la question du consensus scientifique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il me semble qu'une décision rationnelle dans la société doit s'appuyer sur une forme de consensus, sauf que les gens ne comprennent pas trop bien ce qu'est le consensus. On pense à tort que c'est l'unanimité, ou on pense à tort que c'est des certitudes. Le consensus peut être pas l'unanimité, on peut être complètement tous d'accord pour dire qu'on n'est pas d'accord, ou le consensus peut ne pas être une certitude, on peut être tous d'accord pour dire qu'on ne sait rien sur un sujet. Et ce consensus, il dit à un moment donné où on en est, de ce qu'on sait et de ce qu'on ne sait pas. Ce consensus, il reflète finalement
vraiment la science en train de se faire. Et là, la décision qui doit se faire dans une temporalité beaucoup plus restreinte devrait chaque fois s'appuyer sur le consensus. On le voit en train de se mettre en place, et ça c'est plutôt positif, par exemple sur le climat, sur le consensus, et vous regardez les rapports du GIEC, il y a bien cette gradation entre le degré de confiance, le degré de certitude dans ces deux dimensions. On l'a eu, de manière critiquable ou pas, ça c'est une question qu'on peut mettre de côté ou discuter, sur la question de la Covid. C'est-à-dire qu'il y avait à un moment donné la science qui disait là on ne sait pas, là on sait. Des fois, il y a eu des choses. Et la décision, elle... Mais l'opinion publique a du mal à se contenter de la réponse de la science qui dit là on ne sait pas. C'est plutôt qu'elle a du mal à se contenter. En faire agir Pascal et ensuite Julien. Voilà, elle a du mal à se contenter d'une décision moins que de la science. Je pense que l'opinion publique peut comprendre que la science, à un moment donné, ne peut pas en dire plus. Simplement, il y a une tentation forcément grande des politiques de lui en faire dire plus parce que c'est une manière de se couvrir. Et parfois, une tentation des scientifiques d'aller beaucoup plus loin pour dire, vous voyez, j'ai la réponse à tout. Et à Marseille... Alors là, tout le monde a envie de réagir. Rapidement, Pascal, puis Julien, puis Clément. Oui, moi, j'aimerais rajouter sur cet aspect du consensus scientifique qui était très important. En fait, si on veut voir les deux bons côtés de la pandémie, enfin de cette pandémie de désinformation dont on a pu voir les effets évidemment négatifs, mais peut-être les deux choses qui pourraient être positives, c'est d'abord que les scientifiques voient que ils et elles devraient aller sur la place publique, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux pour donner leur avis. Et quand ils l'ont fait, comme Dorsten en Allemagne, ils ont été très suivis. Donc autant qu'un Raoult, les autres peuvent aussi. Et je pense que ça, c'est oui, mais finalement... Par exemple, on avait hier, juste dans le public, Karine Lacombe. Elle s'est pris un tombereau de... Alors oui, il y a ce risque. Ce soir. Voilà, il y a ce risque, mais il y a aussi le fait de donner son avis, et on verra aussi à ce moment-là que la majorité des scientifiques ne sont pas de l'avis des minoritaires qui sont sur les réseaux sociaux. Donc je dirais, mais ça c'est un travail qu'on doit de toute façon faire en tant que scientifique, c'est ce qu'on appelle la vulgarisation. Donc maintenant, non seulement c'est plus important qu'avant, puisqu'il y a cette chute de confiance dans les autorités, mais en plus, il faut utiliser ces nouveaux outils. Et voilà, tous les comptes scientifiques sur Internet était très suivi, était très intéressant. Donc je dirais ça c'est une des premières choses qui serait très utile et qui est finalement, puisque nous les scientifiques, moi je l'ai fait aussi parce qu'on est aussi payé par la collectivité, donc c'est tout à fait normal en fait qu'on le fasse. Et ça donne justement un meilleur avis du consensus scientifique. Et ça c'est justement très important, ce que disait Jean-Paul, parce que moi c'est ce que j'ai répété le plus depuis le début de la pandémie, et je me suis rendu compte que c'était ça le problème, c'est-à-dire que pour les gens on trouve un scientifique qui a tel avis, donc on peut le suivre. Et il y a cette fameuse phrase de Lalanne que Julien a enregistrée, qui était magistrale. Pas de gros mots sur scène. Pas de gros mots, mais désolé. Alors Francis, qui a dit on a le droit de prendre l'avis de la minorité et d'en faire une religion. Alors ça, c'est exactement ça, le point de vue des coronasceptiques. C'était ça. Et ça peut être pédagogiquement utile de dire, voilà, la science, c'est pas l'avis d'une personne contre une autre, c'est pas lui contre lui, c'est l'avis d'une majorité contre une minorité et des minorités. Et dans les débats, dans les médias, ça peut très bien se traduire, comme ça a été fait en Suisse, et j'ai trouvé très bien, quand il y avait un débat sur la Covid, puisqu'en plus il y avait des votations en Suisse, on votait sur le pass sanitaire, on a réuni un ou deux coronasceptiques, mais avec 5 ou 6 non sceptiques. Et là, ça donnait vraiment l'impression qu'il y a une minorité qui ne sont pas d'accord, mais que la majorité a des bons arguments aussi. Et finalement, cet argument de la majorité, c'est le meilleur. C'est-à-dire dans le réchauffement climatique, on a toujours eu des climatologues très connus qui niaient la réalité du réchauffement climatique depuis toujours. Et les climato-sceptiques se sont toujours réfugiés derrière eux, comme on se réfugie derrière Raoult. Et à tel point que des collègues ont fait des recherches par questionnaire. Ils ont interviewé des dizaines de milliers de climatologues dans le monde entier pour leur dire, est-ce que vous pensez, vous, d'après votre expérience professionnelle, qu'il y a un réchauffement climatique et qu'il est d'origine humaine? Et on a trouvé que 95 à 98% des climatologues étaient d'accord. Et ça, c'est le meilleur avis qu'on puisse avoir. Donc il y en a toujours qui seront contre, mais voilà, il faut essayer de se poser la question de l'avis de la majorité des experts. Et aussi, on peut même le vérifier, c'est ce que faisait Thomas Durand et moi aussi sur Internet depuis le début de la pandémie, c'est d'aller sur Google Scholar et de taper meta-analysis, mask efficiency, donc l'efficacité des masques, méta-analyse, et de voir que disent les études scientifiques publiées sur ce sujet. Donc on peut même vérifier l'état du consensus à notre échelle, mais si on veut voir aussi les bons côtés d'Internet, c'est d'avoir accès à des articles scientifiques auxquels on n'avait pas accès il y a 10 ou 20 ans. Donc voilà, cette question du consensus est très importante. Oui, Jean-Paul, là encore, vous êtes fringant, mais Julien voulait réagir juste, et puis... Moi, je pense que c'est l'occasion, cette pandémie, aussi de s'interroger sur ce qu'on a mal fait. Parce que, bon, on peut se
tresser des lauriers toute la journée, mais je pense qu'il y a des choses qu'on a ratées. On a collectivement les journalistes, les scientifiques et évidemment les hommes politiques. Si on commence par les hommes politiques, effectivement, la façon de nous dire au début que le masque ne servait à rien, ça a été une erreur majeure, parce qu'ils n'avaient pas les informations scientifiques qui leur permettaient de dire ça à ce moment-là. Et pourquoi on a fait ces erreurs-là? Je pense que parce qu'on avait aussi les journalistes et peut-être les hommes politiques cette idée que voilà, on n'avait pas à expliquer la démarche scientifique, comment fonctionne la science. Le fait que la science progresse par hypothèses, qui sont ensuite réfutées, et on apprend des choses. Et sur cette pandémie, on savait très peu de choses de ce virus, en fait. Et nous, journalistes aussi, on avait cette impression que les scientifiques avaient forcément des réponses à nos questions, et donc on n'acceptait pas que l'incertitude. Et on a fini par écarter des plateaux, je pense, aussi des gens qui étaient trop dans l'incertitude et toujours à dire peut-être, il faut bien mettre des... On a pris ceux qui nous disaient des choses certaines. Et on a trouvé. Parce que c'est ça. Enfin, en tout cas, qui affirmaient des choses. Qui en tout cas affirmait des choses qu'il pensait certaines. Voilà, mais en tout cas, c'est définitif sur ce qu'il disait. Et on a trouvé ça parce que dans les scientifiques, ce qui est bien, c'est avec l'attrait de la télé, on trouve toujours des gens qui ont envie de passer à la télé et qui finissent par oublier. On peut prendre Raoult d'ailleurs, qui finissent par oublier leur profil de scientifique. Et ils finissent par se mettre dans le rôle qu'on leur donne à eux. C'est-à-dire que nous, journalistes, on veut des réponses certaines, et ben finalement le tri se fait et on a en plateau que les gens qui acceptent de jouer ce rôle-là, même si finalement ils disent des bêtises. Et entre parenthèses, c'est plutôt des hommes d'ailleurs. J'ai remarqué que les femmes ont tendance en général à dire moi je viens pas en plateau si je suis pas experte dans le domaine et si je suis pas sûr de moi. Il y a un hubris, c'est un ego spécifique. Un homme, il viendra tout le temps, hein. Il dira oui, mais pas de problème, je viens et je vous explique et puis il demande après de quoi on va parler, quoi. C'est un peu comme ça. Mais il ne dira jamais quand vous l'appelez, il vous dira jamais ah non je suis pas sûr d'être. Non, experte. malheureusement. Les femmes souvent vous dites ah non mais je suis pas sûr d'être experte sur le sujet. Alors un homme vous dira oui quand. Non, ça se vérifie en général, voilà. Et donc ça. C'est vérifié dans la manière dont on a organisé le REC aussi. Il y a beaucoup d'hommes. Non, il y a énorme. Mais d'ailleurs, il faudrait s'interroger pourquoi dans cet univers que je connaissais pas, l'univers sceptique, il y a autant d'hommes. Moi, je trouve ça assez fascinant, quoi. Tu veux dire pas assez de femmes. On va ouvrir c'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais pour finir sur mon point qui était, il faut s'interroger sur ce qu'on a mal fait parce qu'on va avoir ce genre de problème à résoudre de nouveau. Parce que là, c'était une pandémie. On a la guerre en Ukraine et on aura plein d'autres moments où on sera face à des informations incertaines. Et je pense qu'il faut qu'on accepte la pédagogie et l'explication aux gens de comment fonctionne la science, ou en tout cas de l'acceptation de l'incertitude. Même si votre rédac chef vous dit mais il est chiant celui-là, il nous dit je suis pas sûr, il est dans le doute, on veut des trucs affirmés. Oui, alors j'ai la chance d'être rédac chef du coup, donc en général c'est moi qui peux mettre ça, mais c'est vous le boss, ok. C'est moi qui décide. Mais je pense que je l'ai pas sur bien... la mise en avant de l'homme. Voilà. Mais je l'ai pas bien fait, par exemple. Ça, je pense que moi, quand la pandémie est arrivée, à titre personnel, je regrette la façon dont je l'ai traité parce que j'ai attendu des scientifiques des réponses certaines alors qu'ils en avaient pas, et je pense que j'ai poussé à ça. Et ça, je le regrette. Et je pense que c'était une façon aussi honnêtement de prendre les gens pour des cons. C'est-à-dire qu'en gros, le gouvernement nous disait, les gens ne sont pas capables d'accepter cette incertitude parce qu'ils vont paniquer, ils vont se mettre à courir comme des poulets sans tête de partout. Donc on va leur dire, même si on n'est pas sûr, on est obligé de leur dire des choses pour les rassurer. Et l'impression que les Français doivent absolument être rassurés avec des choses certaines et qui sont trop bêtes pour comprendre qu'on ne sait pas tout, je pense que c'est ça qu'il ne faut pas reproduire comme erreur, parce que le boomerang, il a été terrible, parce que tout le monde a bien vu qu'il avait été traité comme ça. Et si on le refait, là, ils sont préparés. Et je pense que ça accélère ce mépris qu'on peut commencer à sentir contre les journalistes, contre ceux qui nous dirigent, parce qu'il y a cette idée qu'ils nous ont pris pour des truffes. Voilà. Oui. Les journalistes que ceux qui ne pensent pas comme nous, parce que ceux qui pensent comme nous, bien sûr, eux, ils font vraiment le travail. Voilà. Mais pour paraphraser juste... Je me suis mis dans l'eau des gens qui n'ont pas très bien fait leur travail au début. Tu as bien compris que la critique s'adressait à moi d'abord. Il y a peut-être aussi un souci de formation scientifique des journalistes. Si vous faites tous L, ça va être compliqué, peut-être. Je plaisante. Il donne du crédit. Clément, rapidement, parce que Jean-Paul a beaucoup de choses à dire. Mais les conspis donnent du crédit à Berkoff, tu vois, donc c'est encore une fois ceux qui pensent comme eux. Mais là, pour paraphraser ce que tu viens de dire, sur l'acceptation de l'incertitude, sur un sondage qui a été fait par BFM au moment où Raoult a commencé, parce que ça aussi, Raoult, ça a été un personnage médiatique totalement créé par les médias. Et en fait, au moment où il est vraiment été mis au devant de la scène, on a fait un sondage, donc répondez au hashtag BFMT, je sais pas quoi là. Selon vous, le protocole du professeur Raoult est-il efficace? Oui, non. Ne se prononce pas, il y avait moins de 10%. Ça veut dire qu'il y avait 90% des Français qui étaient capables et légitimes, ou qui se sentaient capables et légitimes, du moins 90% des votants, de répondre à une question à laquelle la science n'avait pas encore la réponse.
Ça fait réfléchir. Et ça va aussi dans la présentation, et ça encore, c'est toi qui le disais tout à l'heure, de la présentation ça relie un peu les deux sujets, à la fois du consensus scientifique, de la vulgarisation de la méthodologie et du journalisme. La présentation sur la représentativité à la manière d'un match de catch. C'est-à-dire qu'on va inviter machin de tel IHU, vous êtes pour, machin de tel IHU, vous êtes contre, débattez, on a l'impression que la science est divisée. Or, ce qu'il faut expliquer aux Français, c'est que la science n'est pas divisée. Il y a 5 brebis galeuses, et il y a généralement des gens qui font appel à une méthodologie scientifique, ça va doucement, ça va lentement, et il y a effectivement un consensus qui se crée. Et c'est ça qui a eu du mal à passer. On n'a pas compris pourquoi Raoul ne faisait pas partie du conseil scientifique. Ah ben c'est sans doute parce qu'il pense différemment, donc mieux, mais non en fait. C'est parce qu'on l'a décalé, parce que voilà. Il y avait des problèmes méthodologiques. Jean-Paul. Oui, plusieurs choses. Je rajouterais d'autres exemples déjà pour rebondir sur ce qui vient d'être dit. D'autres exemples où finalement on demande à des gens de se prononcer sur des sujets où d'une part, soit la science ne s'est pas prononcée, soit qu'ils sont très compliqués, mais je veux dire, beaucoup de gens dans la société ont un avis sur les OGM, mais j'ai vu des sondages, quand on leur demandait ce qu'est un OGM, ils ne savent pas le dire. Beaucoup de gens ont un avis sur le nucléaire, etc., mais quand on leur demande ça émet du CO2, etc., ils ne savent pas répondre. Donc en fait, il y a souvent un transfert de questions, c'est-à-dire qu'ils répondent à une question je dirais, qui est une question scientifique, en glissant sur un autre terrain qui est un terrain de société, c'est-à-dire qu'ils sont contre un type d'agriculture, un type d'énergie, etc. Ce que je voulais rebondir sur ce qui a été dit, je mettrais une nuance sur l'idée que, je dirais, il y a la majorité en sciences et c'est ça qui fait vérité. Beaucoup de gens dans les controverses vont dire, bah non, prenez, Pasteur était minoritaire, Einstein était minoritaire, donc la vérité, c'est pas la majorité, ça peut être celui qui a complètement, qui est tout à fait isolé. Et on l'a entendu cet argument sur Raoult. Hein. Je veux dire, il a peut-être raison et c'est peut-être voilà. Donc la majorité n'est pas le seul contre tous, c'est séduisant toujours, comme figure archétypale là encore. Voilà. Mais en plus, en science, c'est vrai. C'est-à-dire que le rêve de tout scientifique, c'est de casser le consensus et d'être le futur prix Nobel qui a montré ça. Donc je crois que l'argument de la majorité, il faut effectivement plutôt le mettre sous la forme que disait Julien, c'est d'expliquer comment la science se fait. Et ce n'est pas la question de la majorité. Le consensus, pour moi, n'est pas la majorité. Le consensus, c'est une expertise collective qui a examiné l'ensemble des données et qui, au regard de ces données, dit voilà ce qu'on peut dire sur un sujet. Alors, il y a certes une majorité quand ils sont faits dessus, mais c'est la méthode et c'est ce sur quoi on s'appuie. L'autre aspect sur lequel je voudrais revenir, c'est la question de la place de l'individu en tant que scientifique. Dire qu'il faut que les scientifiques descendent plus dans l'arène pour expliquer les choses, oui, probablement. Mais attention, je veux dire, on ne va pas reprocher à Péronne et Raoult de ne pas être descendus dans l'arène. Et c'est des scientifiques, et je peux en énoncer de très nombreux, qui descendent dans l'arène. Et donc, la science, ce n'est pas une somme d'individus. C'est, encore une fois, une méthode qui se construit et qui élabore une connaissance solidifiée, et que le scientifique, en tant qu'individu, il peut parler au nom de sa propre compétence, mais ne pas confondre un scientifique qui va dans l'arène, très souvent qui ne sépare pas bien d'ailleurs le domaine de sa compétence de ce qu'il a à dire comme citoyen. Et là, on est au cœur du problème. Et je terminerai justement par une chose, c'est on a vu défiler des tas d'experts scientifiques sur les plateaux. Donc oui, c'est nécessaire. Mais attention, les questions qu'on leur posait très souvent n'étaient pas directement des questions qui relevaient directement de leur domaine de compétence. Quand on demande à un spécialiste du vaccin, pensez-vous qu'il faille faire un confinement ou pas un confinement, j'estime qu'il peut avoir un avis. Il peut répondre avec sa déontologie. Il ne répond pas. Je ne suis pas qu'il réponde dans ce cas-là. De répondre à cette question. Oui, c'est le problème. La responsabilité des deux côtés, vraiment. Des deux côtés. Pour avoir été dans le cadre absolument. De la machine, mais ils n'auraient pas dû répondre. Ce que je veux dire, c'est que c'est mon propos de tout à l'heure. La question qui est posée est une question de choix politique. La question de faire ou pas un confinement, c'est bien un choix politique parce qu'il y a des dimensions sanitaires, économiques, sociales, politiques, tout ce que vous voulez. Et donc, de le faire ou pas le faire, c'est tout ça. Le scientifique spécialiste des vaccins pourra dire ce qu'il fait sur les vaccins. Le politique doit s'appuyer sur des niveaux de preuve, il doit s'appuyer sur le scientifique pour pouvoir prendre sa décision en tant que politique. La décision ne va pas dicter la décision. C'est-à-dire que si on prend la question du confinement, elle n'est pas dictée uniquement par la connaissance scientifique sur le virus. Elle est dictée par des conditions économiques. Est-ce qu'on veut que les élèves aillent pas en classe? Est-ce qu'on veut que l'économie s'arrête? Quelles sont les conséquences en Afrique, je veux dire, de l'immobilisation de l'économie? Il y a eu des tas de rapports de l'UNICEF sur des effets secondaires. Donc tout ça fait partie des choses. Donc la certitude, ou plutôt le consensus scientifique, éclaire la décision. Donc bien sûr, une décision qui irait ouvertement à l'encontre d'une connaissance scientifique pourrait être contestée, mais elle puise bien ailleurs. Et donc, demander à un scientifique son avis sur le confinement, on peut, mais il faut qu'il puisse dire, écoutez, moi, je vous donne mon avis comme citoyen,
parce que moi, ma compétence, c'est le vaccin, et le journaliste aussi. Oui, mais alors là, c'est pas spécieux, mais on voit, c'est la seule et même personne qu'on voit. Attendez, je me dédouble, je fais pause, je suis identifié comme expert, je suis identifié comme scientifique, mais je vous donne mon avis de citoyen. Alors déjà qu'il y a des confusions, que les gens n'arrivent pas à différencier qui est qui, là c'est... Non, moi je pense que c'est tout à fait possible, mais on le voit sur des tas d'autres sujets. Ça peut être. Alors d'où viendrait sa légitimité de citoyen? C'est la même opinion que n'importe qui, Oui, que Kidam. sauf qu'il est à la télévision. Ça Oui, marche et pas sauf aussi. qu'il est à la base identifié comme scientifique, donc Oui, il a une mais légitimité en amont Vous ne supérieure. trouverez jamais la personne perçue. omniscient qui va pouvoir vous parler d'abord. Souvent, et ça on l'oublie, sur tous les sujets qui parlent un peu de science, un expert est un expert d'un petit bout. Si je prends sur le climat, vous invitez un climatologue, souvent il va être par exemple spécialiste des glaciers, mais pas spécialiste de l'océan, spécialiste de etc. Ils sont rares, celles et ceux qui vous disent attendez, là on sort de mon champ de compétences. Non, il y en a un certain nombre, et je pense que ça peut être tout à fait audible que le scientifique dise ça, c'est mon domaine d'expertise, je vous dis ça. Ça, c'est un peu moins, mais voilà ce qu'est le consensus ou voilà ce qu'est Mais là mon encore, on est opinion. tiraillé par la contradiction où il nous faut des réponses, des affirmations. Oui, mais je plutôt pense que que des doutes. mais c'est pour ça aussi que je dis. Bah, Pascal puis Clément, alors après. Voilà. On ne trouvera pas une solution parfaite dans le cadre de l'arène médiatique, mais je pense que cette exigence est tout à fait audible des gens qui écoutent, peuvent être assez intelligents pour comprendre ça. Il faut accepter de ne pas régler complètement ce problème de l'information au niveau d'un échange médiatique donné. Pascal. Oui, moi je voulais revenir sur l'argument de la majorité parce que justement, c'est comme l'a dit Jean-Paul, effectivement, l'argument suivant qui arrive, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Galilée. Mais c'est justement une bonne occasion de. Alors, il faut continuer justement cette épistémologie de rue parce que finalement, c'est. Expliquez-nous le syndrome de Galilée. Ben, justement, l'argument qui arrivait fatalement parce que j'ai passé 1 à 2 heures par jour à discuter avec des gens qui avaient des avis divergents, disons, depuis le début de la pandémie. Donc, l'argument qui arrivait après celui de la majorité, c'était Galilée, le syndrome. Alors ça, c'est justement le syndrome de Galilée, c'est le fait de dire Galilée ou d'autres scientifiques sont arrivés et ont eu raison contre la majorité. Mais ça, c'est un argument il y a une erreur à la fois statistique et logique. En fait, c'est une double erreur. Bon, l'erreur logique, c'est de dire si c'est un génie, alors il sera, et ça c'est correct, hein, si c'est un génie, alors il sera rejeté par la majorité. Ça, c'est vrai. Mais c'est pas l'erreur logique, c'est l'affirmation du conséquent. Si on est rejeté par la majorité, ça ne veut pas dire qu'on est un génie. Hein, et ça, c'est la fameuse confusion. Et ça, c'est quelque chose. Voilà. Donc, même si, évidemment, la personne qui est rejetée par la majorité se prend pour un génie. J'en sais quelque chose. Tous les pseudo-scientifiques, les gourous, c'est ce qu'ils disent, c'est leur argument. Et en fait, on peut trouver l'argument inverse, c'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes contre la majorité, il y a beaucoup plus de chances que vous ayez tort, parce que dans l'histoire des idées, il y a eu beaucoup plus d'idées fausses que d'idées qu'on a gardées dans l'histoire des sciences, j'imagine. Donc on peut même faire l'argument inverse. Probablement, vous avez plus souvent tort en étant minoritaire que raison. Et on ajoute que la minorité... J'en sais quelque chose. Pendant 1 heure. Je ne vais pas parler de la minorité, je vais dire Clément. Clément, s'il veut convaincre la majorité, en fait, ce qu'il doit faire, c'est pas se plaindre qu'il est rejeté, c'est produire des données, expérimentales qui vont peu à peu convaincre la majorité. Voilà, comme Einstein. Parce Le que problème, c'est peu à peu. C'est que dans un temps qui va très vite, qui vont convaincre peu à peu la communauté. Oui. On a un problème de timing encore. Voilà, Excusez-moi tout à d'insister là-dessus. Oui, mais on peut leur dire, s'ils ont raison, les minoritaires, ils vont convaincre peu à peu la majorité. C'est ce qui s'est passé dans Einstein, quand il est arrivé, il a été rejeté. Et ensuite, il a produit des prédictions étonnantes qui ont été, et qui même récemment, il y a 10 ou 20 ans, on a encore confirmé certaines prédictions d'Einstein. Donc c'est ça qui a convaincu. Et c'est pas, moi je donne aussi l'exemple de Newton, qui était alchimiste. Donc ce qui a convaincu, il était contre la majorité sans doute, mais ce qu'on a gardé, c'est sa théorie de la gravitation et pas son alchimie. Donc en fait, c'est parce qu'il a pu, ou d'autres ont pu produire des données sur sa théorie de la gravitation, qu'elle a été gardée et qu'elle est passée de minoritaire à majoritaire. Donc voilà, il y a vraiment... mais c'est une bonne occasion d'expliquer l'histoire et la méthode des sciences. Clément Calimero, Fraise. Oui. Non, moi, je connaissais un autre syndrome de Galilée, c'est quand tu rentres chez toi bourré et que tu dis « et pourtant, elle tourne ». Mais voilà, voilà, et pourtant je tourne. Non, ça c'est cadeau. Non, mais sinon, en réalité, pour rebondir sur ce qui a été dit sur la confusion entre la parole politique et la parole scientifique, évidemment que c'est impossible de se dédoubler. Et surtout, on va regarder d'où ça vient. Exemple, j'ai un ami à moi qui avait vu, on avait vu ensemble une émission du docteur, une émission dans laquelle il y avait mon ami, le docteur Marty, Jérôme Marty, qui est du coin en plus. Et, qui était là l'année dernière et il vient cette année, je crois aussi ce soir dans la journée, on va le voir. Et comme lui, il est président de syndicat de médecins,
Comme le collègue en question avait des oppositions politiques avec ses avis, il avait des divergences politiques, fatalement, il avait tendance à invalider les propos scientifiques qu'il pouvait tenir. Et donc cette confusion parole politique, parole scientifique, elle est multifactorielle, elle se situe à plusieurs niveaux. Et donc effectivement, si en plus de ça, on doit affirmer une position citoyenne ou une position de prudence, la politique, par essence, c'est ce qui implique le moins de prudence, spécifiquement dans une gestion de crise. Les scientifiques doivent attendre, Macron il doit prendre des décisions, il doit faire une allocution, il a la pression. Et ce qui explique beaucoup de choses. Et d'une manière générale, je prends simplement sur le principe de l'économie, ça existe, hein, des données scientifiques sur l'économie, il y a des choses rationnelles qui sortent sur l'économie tous les ans. Je pense que, allez, je ne vais pas prendre trop de risques, je pense que nos 7 derniers ministres de l'économie n'ont aucune connaissance de ces papiers et n'en ont jamais eu. Donc je ne suis pas sûr que la politique se part de rationalisme, et je pense sincèrement que la confusion entre ces deux paroles amène aussi énormément la défiance en faisant un espèce de bloc informel, à savoir les journalistes pourris, les politiques pourris, et donc fatalement les scientifiques pourris, blindés d'argent, de conflits d'intérêts, de machin, etc. Alors qu'en fait, pour le coup, il est évident qu'un scientifique qui va tenir un propos sur les vaccins, par exemple, s'il n'a pas déjà bossé une fois avec l'industrie pharmaceutique, moi je ne sais pas pour vous, mais je ne lui fais pas confiance. Hein. Ça veut dire qu'il ne maîtrisera pas du tout son sujet, pour le coup. C'est évident qu'il a déjà bossé avec. Jean-Paul. Oui, en fait, je suis d'accord avec ce qui est dit là-dedans. Enfin, sur l'aspect politique, c'est important il me semble que les gens qui prennent des décisions politiques argumentent sur la rationalité de leurs décisions. Alors, je ne suis pas complètement pessimiste là-dessus. J'ai vu un certain nombre de choses se faire au Royaume-Uni, où on exige d'un certain nombre de projets de loi qu'ils mettent dans les considérants sur quel état des connaissances il s'est appuyé et qu'il a retenu pour prendre la décision. Non pas pour dire en quoi elle a dicté la décision, mais en quoi ils ont fait un état de l'art. Donc, je pense que ça c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer et qui rapporterait un petit peu de rationalité. Après, je voulais juste donner un autre argument sur le syndrome de Galilée, pour revenir à qui était l'argument du philosophe David Hume au XIXe siècle sur les miracles, et je trouve qu'il s'applique complètement dans les controverses qu'on connaît aujourd'hui. Il disait à propos des miracles: finalement, les miracles, vous pouvez juste constater deux choses. Premièrement, en général, ce n'est pas vous qui les avez vus, les miracles, mais c'est quelqu'un qui vous les raconte, qui dit qu'il a vu un truc extraordinaire, une jambe repoussée, quelqu'un guéri, etc. Donc, vous ne les avez pas vus, mais on vous les raconte. Ça, c'est une première chose que vous constatez. Et la deuxième chose que vous constatez autour de vous dans la vie, c'est qu'il y a des gens qui se trompent ou qui vous trompent. Je laisse de côté, hein, comme pour Raoult, savoir est-ce qu'il le fait consciemment ou pas, la question n'est pas là. Donc, vous avez ces deux faits qui sont là. Vous avez tellement l'habitude de voir des gens qui se trompent ou qui vous trompent que c'est tellement plus probable que ça soit ça, plutôt que des miracles que vous n'avez pas vus vous-même. Donc si quelqu'un vient vous dire à un moment donné, voilà, c'est quelque chose de miraculeux, ben, il faut qu'il le plus plausible, le plus rationnel, c'est de penser qu'il se trompe ou qu'il vous trompe. Donc pour inverser cet ordre de croyance, il faut qu'il apporte des arguments qui sont là. Et la question de la science, c'est qu'elle apporte des arguments quelque part. Les applications technologiques sont une preuve de la science. C'est un miracle, hein, ce truc-là au 19e siècle. Vous l'amenez plonger au 19e siècle, les gens vont dire c'est un miracle. Sauf que la preuve de ça, c'est que ça marche. Et donc je crois que cet argument de David Hume, il s'applique tout à fait dans le contexte aujourd'hui des controverses, qui est de dire, Didier Raoult me promet un miracle, l'hydroxychloroquine, etc. Qu'est-ce qu'il a comme preuve pour me dire que ça n'est plus efficace, enfin voilà, que ce n'est pas un miracle par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui. Et donc on revient, alors c'est ardu, c'est compliqué, sur la méthode scientifique pour dire comment, etc., sur quoi il s'appuie. Julien. Je pense que je veux intervenir sur Galilée parce que je l'ai interviewé, parce que j'ai interviewé Francis Lalanne, donc du coup j'ai eu Galilée. Et Francis Lalanne, je pense qu'il faut faire attention à voilà, la démarche scientifique. Nous on est en train de dire oui, mais la démarche scientifique, il faudrait l'expliquer à Francis Lalanne. Mais je pense qu'on est complètement à côté de la plaque, parce qu'en fait Francis Lalanne il s'en fout, il contrefou. Et parce qu'aujourd'hui il nous parle de virus, alors on se dit alors il s'intéresse à la science, il est contre un consensus scientifique. Mais en fait, lui, ce qu'il veut, c'est être contre l'état actuel. Enfin, il est contre le consensus social actuel. Il va toujours prendre la position du rebelle, quelle que soit la position. En ce moment, il est expert militaire. Ouais. Il nous explique qu'est-ce qu'il faudrait faire en Ukraine. Ouais. Ça me fait penser à Trump qui dit quand Notre-Dame était en feu, il disait mais pourquoi on n'envoie pas les Canadaires pour balancer des litres d'eau? Il avait l'impression de connaître tout sur tout. Puis après, il disait qu'il fallait mettre du bleach dans le sang des gens parce que ça allait enlever le virus, de la javel. Bon, en fait, il ne faut pas se tromper. Il n'y a aucune espèce d'esprit scientifique et il s'en fout chez des gens comme Lalanne, Boutry, etc. Demain, leur combat sera sur le prix de l'essence et ils seront avec la même certitude contre le consensus du moment sur le fait que, par exemple, en produits pétroliers.
Pardon ? Ils seront experts en produits pétroliers. En produits pétroliers, en géopolitique de l'énergie. Mais alors, etc. Julien Pain, on fait comment? Vous êtes tous d'accord là? On a eu une grande déflagration et un grand révélateur, un grand accélérateur, une loupe avec la pandémie. Ok, le constat, même s'il n'y a pas de divergence fondamentale, on fait comment? Puisqu'il n'en a rien à fiche des arguments scientifiques, il les balaye, vous l'avez dit, il se positionne lui-même en contre tout, en tout cas ce qui fait consensus. Quelles seraient les pistes pour contrebalancer un petit peu ces tendances-là? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce qu'il faut continuer de lutter pied à pied? Il faut faire de l'esprit critique, de la vulgarisation, du débunkage. Qu'est-ce qu'on fait, Julien Pain? Enfin, ce sera la question. Ouais, voilà, c'est une question qui est d'une complexité parce qu'on cherche. Vous avez une minute. Voilà, et donc je vais régler le problème de la la désinformation en une minute. Voilà. Non, mais je pense qu'en fait, la première chose, c'est que penser que c'est le problème des journalistes ou même du milieu de la zététique, etc., c'est forcément. Voilà, on passe à côté des choses parce que le problème est bien plus profond, vous l'avez compris, que la désinformation. Quelqu'un comme Francis Lalanne, je peux lui expliquer 150 000 fois par A plus B qu'il a tort, c'est pas son sujet. Son sujet, c'est d'avoir une position sociale particulière qui va parler à une partie des gens qui se sentent méprisés, qui se sentent pas écoutés. Et c'est, comment dire, tant qu'on n'a pas réglé ce problème-là, finalement, la question de la vérité, c'est marrant parce que nous, on est très intéressés par cette question de qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Et on a l'impression qu'à partir du moment où on va convaincre les gens que c'est vrai ou c'est faux, bon, bah, ils sont comme nous. Moi, je te convainc que j'ai raison, tu vas dire OK, ou peut-être pas d'ailleurs, mais je veux dire, on est quand même sensible aux arguments rationnels. Mais là, on est dans autre chose. On est dans un problème de société sur lequel les journalistes, on va être débordés. C'est-à-dire que c'est un travail collectif, social. Alors, pour prendre un exemple, sur je sais pas moi, sur les soins, sur l'accès aux soins, etc. Si les gens sont autant anti-vax, bah, c'est peut-être aussi parce qu'il y a un problème d'accès aux soins, d'accès à la culture, d'accès à l'éducation scientifique et tout ça. Si tu demandes juste à nous, sur les réseaux sociaux, d'aller dire « mais c'est vrai, les vaccins, ils fonctionnent, ils ne sont pas dangereux », on aura un impact limité. Donc c'est vraiment quelque chose qui doit être collectif. Je n'ai pas la solution, mais ça ne peut être que collectif. De l'État, aux associations, à nous, à la société civile, ça peut être que collectif. Voilà. Jean-Paul Krivine. Oui, mais je voudrais dire deux choses. D'accord avec ce que vient de dire Julien, je ne pense pas qu'on convaincra Lalanne ou d'autres. Enfin, il y aura sûrement un cas d'exception ou une fois on en convainc. Mais quand on dialogue avec ces gens-là, on s'adresse surtout aux gens qui écoutent. Et l'argumentation rationnelle ne touchera peut-être pas l'interlocuteur, mais elle pourra toucher des gens qui écoutent et qui se posent des questions. Et je crois que c'est un peu le sens de pourquoi on fait ça. Deuxièmement, de mon travail, hein, je fais que ça et je vous promets que c'est là-dessus. Oui, non, mais c'est absolument. Parce que je veux dire, je me doute bien. J'ai vu tes vidéos, elles sont. Voilà, je me doute que tu ne cherches pas à convaincre Lalanne quand tu discutes. Mais par contre, c'est important. Avec un très beau A. Voilà. C'était pour Martin. Le deuxième truc que je voudrais dire, c'est je ne sais pas si on va trouver une solution au problème qu'on fait là-dessus, parce que d'abord c'est un problème vieux comme le monde, donc il n'y a probablement pas la recette miracle où on va régler le problème de la désinformation, on va se retrouver dans une société où il n'y a plus de désinformation, non, ça sera toujours là. Donc on peut lutter pied à pied, l'esprit critique est un élément des choses, ne va pas régler tout, et je n'ai pas moi d'autres solutions à ce niveau-là que d'essayer toujours d'expliquer. C'est l'échelle qui nous trouble et l'inversion des valeurs, c'est pour ça qu'on est là. Oui, il faut faire tout ça, mais on convaincra, je veux dire, parce que les déterminants, comme le disait Julien avant, les déterminants sont souvent des déterminants politiques, tant qu'il y aura de l'injustice, etc., moi je ne suis pas dans le cerveau de tous les gens, mais probablement qu'il y aura toujours ce genre de révolution systémique, donc vous êtes pas le premier. Et dernier sujet, on avait un marxiste hier. Oui, dernier point que je voulais dire, et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, la France était un des pays les plus sceptiques sur la vaccination. Force est de constater que les choses ont quand même un peu évolué. Alors on peut dire la part des choses entre ceux qui ont été contraints de se faire vacciner parce que le pass, tout ça, mais clairement les centres d'enquête disent que le scepticisme a un peu changé. Et pourquoi? C'est mon argument de David Hume, c'est que les gens se sont rendus compte quand même que la vaccination protégeait un petit peu et c'était mieux que rien. Donc il y a aussi cette preuve là qui joue. Voilà, c'est pas une recette miracle, mais je ne vois pas d'autre manière aujourd'hui que l'éducation à l'esprit critique, que l'information, que le travail de journalisme. C'est des pierres à l'édifice, mais gardant en tête ce que je disais tout à l'heure, la science n'est qu'un petit bout de toute la question de société. Tant qu'on vivra dans une société telle qu'elle est aujourd'hui, eh ben, on sera toujours à lutter pied à pied sur ces sujets-là. Pascal, puis Clément. Oui,
Alors, Et ensuite, on passera aux questions. On va se réserver 10 minutes pour les questions. Alors rapidement, oui, que peut-on faire, c'est justement dans mon livre sur les théories du complot, j'identifie quand on regroupe un peu un petit peu de pub déguisé. Pour une fois, j'en ai pas fait, moi. Je résume les causes du complotisme, les causes possibles en 3. Justement, l'aspect social et politique, parce que c'est cet aspect d'anomie de Lalanne qui se sent en fait en guerre contre le système. Et donc ça, c'est une des causes, l'aspect sociopolitique. Le fait aussi d'être dans les bas statuts socio-économiques, on trouve aussi plus de complotisme et de populisme et de racisme. Donc, en fait, les inégalités sociales, même si c'est un discours de gauchiste, il y a des dizaines d'études scientifiques qui montrent qu'elles sont liées au complotisme et au populisme. Donc, là, on a vraiment des données pour dire, au niveau social, ce sera long et difficile, mais il faut quand même se poser la question des inégalités sociales. Et il y a même des études qui montrent que dans un pays, moins il y a d'inégalités sociales entre les hauts et bas revenus, et moins il y a de complotisme. Donc vraiment, là, on a des données pour dire maintenant, voilà. Et en plus, avec le réchauffement climatique, on peut plus dire que les ressources sont infinies, donc il n'y a qu'une seule solution, c'est de mieux les partager. Donc je crois que, et il semblerait que même les gens qui sont idéologiquement opposés à cette idée s'y mettent aussi un peu, parce que voilà, on lutte contre les paradis fiscaux, les millionnaires et milliardaires aux États-Unis demandent à être plus taxés, donc il y a quand même des signes qui vont un peu dans un sens encourageant. Donc oui, au niveau social, il y a sans doute où on parle, les candidates et candidats à l'élection présidentielle ont parlé du référendum, etc. Donc ça, effectivement, même si on a vu qu'en Suisse, il y avait beaucoup de complotisme quand même, on a pu voter 2 fois sur justement cette loi Covid. Et donc, à la fin, après les 2 votations, on n'a plus entendu l'idée de dictature sanitaire. Parce qu'une dictature sanitaire où on vote 2 fois en une année, ça va comme dictature. On a vu pire. Et c'est la dictature de la majorité, c'est la démocratie, en fait. Bon. Donc, ça peut évidemment soulager, ou ça peut arranger certaines choses. L'aspect, la deuxième catégorie d'explication des croyances aux théories du complot, c'est l'aspect psychologique. Et c'est là que ce qu'on fait sur l'esprit critique, l'éducation aux médias, etc., tout ça, c'est sans doute utile. Et troisième cause des croyances conspirationnistes, c'est quand même Internet, surtout l'aspect narratif, le bon scénario des théories du complot. Et là, je pense que les grands groupes d'Internet, les GAFAM, commencent un peu à réguler leur contenu, et on l'a même très régulé pour YouTube, par exemple, ce qui est sans doute une bonne chose. On nous dit que c'est de la censure, mais en fait, ça ne l'est pas si on peut trouver ces contenus ailleurs sur Internet, ce qui est le cas, donc tant mieux, quelque part, qu'on puisse les trouver, mais pas sur YouTube, où on avait des centaines de vidéos conspirationnistes quand on tapait un truc, et pas justement dans les groupes où il y a une telle audience, ça surexpose. Il y en a encore, mais elles sont plus mises en avant. Voilà, il y en a encore, mais beaucoup moins, parce qu'il y a quelques années... C'est le problème de Google, c'est qu'ils vendent les munitions et les bandages, quoi. Ouais, donc. Alors Clément, pour le mot de la fin, avant qu'on aborde les questions. Juste, déjà, oui, par rapport à ce que tu venais de dire, ils te sortiront la phrase de Noam Chomsky, selon laquelle, pour vivre dans une dictature, il faut avoir l'illusion d'être en liberté. Il y a toujours ce truc-là. Mais on est au-dessus, on a compris que tout ça, c'était... Voilà. Vous pourriez les faire voter 150 fois. Ceux qui veulent crier dictature sanitaire crieront dictature sanitaire. Et je ne me permettrai jamais de ma vie de donner de leçons de science à Jean-Paul Krivine. Mais comme, juste à l'instant, vous m'aviez repris sur le groupe, sur le consensus scientifique, et que je suis très susceptible comme garçon, par rapport à la preuve, quand vous évoquiez le smartphone, encore une fois, si on veut parler de preuves et si on veut parler de méthodologie, si fatalement on fait de l'esprit critique ou qu'on veut démocratiser ça, il y a fatalement un peu de méthode, parce que le rasoir d'Occam, vous l'appliquez tous les jours quand vous allez faire les courses. Vous ne faites pas des allers-retours, enfin, sauf si c'est désorganisé comme moi, mais normalement on ne fait pas des allers-retours entre les rayons quand le supermarché fait 1 km². On va au plus simple, on passe par les rayons, on fait la solution la plus rationnelle, la plus immédiate, la plus rapide, c'est le rasoir d'Occam. En raisonnement, c'est pareil, et donc fatalement, quand on vulgarise ce genre de choses, il y a fatalement un peu de méthode scientifique derrière à prendre. Mais quand vous parlez de la preuve, moi justement, c'est sur la méthodologie de la preuve. Parce que moi, la lysopaïne, ça fonctionne. Par sursalivation de la gorge, donc le médicament est efficace. Or non, un Ricola, ça fait le même effet. Or, le vaccin, je l'ai eu 3 fois, j'ai pu choper la Covid. Donc le vaccin ne fonctionne pas. Donc la preuve empirique, qui est la preuve populaire de tout le monde, voilà, vous parlez tout à l'heure du téléphone qui est un miracle au 19e, moi je peux vous donner la preuve que je tords les cuillères par la pensée. En tant que magicien. Oui. Donc, et ce que vous disiez effectivement sur le fait qu'un miracle nous est souvent rapporté par quelqu'un, c'est totalement vrai. La cécité attentionnelle fait que si je vous fais un tour, vous allez le raconter à quelqu'un en occultant le fait, l'action discrète qui m'a permis de faire le tour. Et donc vous allez raconter un véritable miracle. Or, s'il le voit en vidéo, peut-être qu'il arrivera à le démystifier. Voilà, c'était juste pour dire ça. Allez, on va passer aux questions. Première question, monsieur, allez-y.
Oui, bonjour. Donc voilà, merci pour cette conférence, vraiment très bien. C'est plus qu'une question, c'est une perche sur un développement de ce que vous avez dit. Je voulais vous parler comment dire, lorsque quelqu'un vous affirme quelque chose, vous parliez tout à l'heure de miracle ou de choses comme ça, imaginons, je vous dis, voilà, chez moi, j'ai une licorne qui crache les arcs-en-ciel. Et vous allez me dire, forcément, bah non, c'est impossible. La chance. Et moi, je vais vous dire, bah, prouvez-le. Alors là, du coup, je vais vous lancer sur le fameux sujet, l'inversion de la charge de la preuve, parce que ça, c'est important, je pense, au niveau des croyances, parce que ça, c'est extrêmement utilisé lorsqu'on dit bah, ce que tu m'affirmes, c'est faux, ta solution pour soigner le Covid en 10 minutes, ça n'existe pas, bah, prouve-le. Ah, ça, du coup, voilà, je vous lance là-dessus. Oui, bah, c'est un peu ce que disait Clément hein, avec le rasoir d'Occam, c'est-à-dire que c'est pas à celui qui nie l'existence de quelque chose qui n'est pas prouvé de prouver ce qu'il avance. C'est à celui c'est le fardeau de la preuve. C'est si vous affirmez quelque chose, vous devez le prouver. Et ça, c'est très utile parce qu'on peut même dans le domaine des complots, on peut dire la même chose. On peut dire bah, peut-être qu'il y a un complot pour le 11 septembre, même si c'est très peu probable. Peut-être que c'est le cas, mais si c'est le cas, prouvez-le. C'est à vous de prouver. C'est pas aux défenseurs de la version officielle, parce que bah, y a des éléments dans le rapport officiel, même s'ils sont critiqués. Il y a quand même des éléments qui en faveur de la version officielle. Voilà. Donc, je dirais que voilà, le fardeau de la preuve, ça marche très bien. Et ce que vous dites là, c'est le fameux renversement du fardeau de la preuve. Et on leur dit, bah non, ça c'est pas autorisé. Et en science, et on l'utilise hein, en science parce que certains m'ont dit, mais le rasoir d'Occam ou le fardeau de la preuve, c'est des principes heuristiques qui sont pas scientifiques. Mais en fait, si on a eu une conférence sur le théorème de Bayes, et donc le rasoir d'Occam, on peut le déduire du théorème de Bayes. Et j'ai lu des choses dans d'autres sciences, les paléontologues, ils utilisent, quand il n'y a pas de fossiles, ils prennent le chemin le plus court, le plus simple, donc le principe de parcimonie, et quand ils trouvent de nouveaux fossiles, bah, ils complexifient le tableau, mais on prend toujours, et en statistique aussi, quand on met un modèle sur nos données, s'il y a deux modèles qui ont la même efficacité, on va garder le plus simple, celui qui contient le moins de variables. Donc, Ouais, généralement, quand quelqu'un part sur l'inversion de la charge de la preuve, je lui dis « prouve-moi que tu ne veux pas me tuer ». À la fin de notre discussion, c'est impossible. Donc, oui, mais on se connaît depuis 20 ans, mais ce n'est pas une preuve. On va manger ensemble après, tu pourrais empoisonner mon assiette. Voilà. Et donc, en fait, quand on rentre dans ce truc-là, ça fonctionne très bien. Enfin, moi, j'ai des très bons retours avec ça, c'est que la personne comprend qu'en fait, il est impossible de prouver l'inexistence de quelque chose. C'est les fameux gages sur les plateaux de télé, de machin, où dès qu'on suspecte l'autre de penser mal, prouvez-moi que vous n'êtes pas raciste, ça n'existe pas. Donc, c'est voilà. Allez-y pour la question. Bonjour. Moi, je voulais revenir sur la partie journalistique, en fait. Je sais que pendant la crise du Covid, personnellement, j'en ai beaucoup voulu aux grands médias d'inviter un peu tout le monde et n'importe qui sur leur plateau parce qu'il fallait faire parler des gens. Et en fait, je me disais, on parle beaucoup du temps de la science, mais ce serait peut-être bien qu'on parle aussi un peu du temps du journalisme, en fait. Parce qu'il y a besoin, on le voit, avec le temps, on finit par avoir un peu la vérité qui ressort. Par exemple, quand Le Monde a fait un article qui encensait presque l'anthroposophie, bon, ils se sont fait tomber un peu sur la tronche par Libé, etc. Et donc, il y a un petit peu, avec le recul, on arrive à rétablir un peu les choses. Mais de base, ce serait peut-être bien aussi qu'on arrête un peu avec ce média buzz, en fait, où à chaque fois, il faut être le premier à balancer une information, à être toujours sur le fil du rasoir. Et en fait, les gens, ils sont en demande de cette information-là avec la guerre. Tous les jours, il se passe des choses, on a besoin de savoir, mais il faut un peu de recul aussi sur ce genre de choses, quoi. Voilà. Mais je peux difficilement être plus d'accord avec vous que ça, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai beau travailler pour une chaîne d'information en continu. Je suis dans le pire du pire, moi. On a des JT toutes les demi-heures. Mais moi, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas qu'on tombe dans la course. Alors, pour revenir sur la pandémie, je pense qu'on est loin d'avoir été les pires. Hein. Si vous avez regardé France Info par rapport à d'autres chaînes, et je ne vais même pas parler d'Hanouna, encore une fois, mais je veux dire, on a quand même fait attention. Et les gens qui sont passés en plateau, c'est des gens qui, sur leur CV en tout cas, avaient les compétences qui leur permettaient de parler des choses. Alors après, le problème sur une chaîne... Vous êtes des macronistes, puisque c'est des Pardon chaînes d'État, donc vous êtes... En plus d'être payé par le journalogue, je gouvernement. suis macroniste, évidemment, ça c'est une certitude. Mais en tout cas, sur cette nécessité de réfléchir à cette course à l'échalote permanente de « je vais être le premier à sortir l'info », vous imaginez bien que dans les médias, on y pense beaucoup. Et moi qui suis dans le cœur de la machine, empêcher qu'elle s'emballe, c'est un travail de tous les jours. Parce que tous les jours, vous avez une nouvelle info. Vous voyez, on a toutes les télés avec tous les concurrents qui sont là.
Et boum, ça part, pam, 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 il en parle, et là, il faut être très fort quelque part pour dire, on n'y va pas. Parce qu'on n'a pas toutes les infos, on n'est pas sûr, on attendra d'avoir ce qu'il faut. Et ça veut dire que tu perds des parts d'audience aussi, parce que les gens, ils vont aller naturellement. Vous avez le réflexe de vous dire, mais c'est pas parce qu'il est le premier sur l'info que forcément je dois l'écouter, mais malheureusement, la vérité, c'est comme les gens qui disent, moi je ne regarde qu'Arte. Et en fait, ils sont sur Hanouna. Parce qu'en fait, on veut tous croire qu'on regarde Arte, sauf que s'il y a 4 télés allumées, qu'il y en a 3 qui sont sur une info incroyable sur la guerre en Ukraine et que la 4e n'y est pas, bah vous allez zapper sur celle qui a cette information-là. Donc il faut accepter, et c'est là que c'est difficile, c'est là que ça rentre sur les modèles économiques. On peut accepter parce qu'on est aussi service public, et que donc moi mon salaire ne dépend pas aussi d'une courbe d'audience, même si on m'en parle beaucoup de courbe d'audience quand même, mais c'est un effort de tous les jours, et croyez, voilà, au fond je suis d'accord avec vous, mais c'est un travail de résister à ça permanent quelque part sur une chaîne info. C'est pour ça que c'est un scandale le slogan premier sur l'info. Moi, c'est pas un gage de qualité. Ouais, mais en même temps, dernier sur l'info, ça marche pas non plus, tu vois. Oui, on est d'accord. Tu vois ce que je veux dire, c'est quand même fou, quoi. Juste France Info, les derniers sur l'info. Vous, ici, on comprendrait, mais je pense que pour le grand public, ça serait pas très bon. Pour rajouter juste un élément, alors il ne s'agit pas bien sûr de jeter le discrédit sur les journalistes, parce que la responsabilité elle est plus générale. Je donnerai juste une chiffre d'une étude que j'avais vue qui avait examiné des corpus sur des domaines scientifiques et qui avait montré que, vous savez, les fameux, une étude a montré que la moitié sur le corpus étudié, la moitié des études qui ont été mises en scène dans les journaux ou télé sur un sujet ont été invalidées par la suite. Donc c'est un taux important et l'invalidation n'est jamais mentionnée derrière. Que les articles la presse ne rend quasiment jamais compte des expertises collectives, mais vont rendre compte d'une étude a montré que, même si elle est contraire au consensus ou même si etc., on l'a dit et puis plus rien derrière. Donc ça, c'est une réalité effectivement du paysage. Pour autant, ça serait un autre débat, je ne jetterai pas la pierre aux journalistes en disant c'est que de leur faute, c'est beaucoup plus compliqué. Alors on va prendre 2 dernières questions rapidement. Pascal, allez. Je voulais juste encore ajouter une chose intéressante, qui me semble intéressante sur les médias. C'est vrai qu'il y a ces critiques aux médias, donc la course au scoop ou le fait que les médias nous manipulent par la peur. Donc ils parlent de choses qui nous font peur pour, soi-disant entretenir la peur. Ça, c'était le discours conspirationniste. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que quand on fait des critiques sur les médias, alors il y a l'aspect économique, déjà, une chose, mais il y a l'aspect psychologique et social, c'est-à-dire qu'en fait, on est tous comme ça. Toutes et tous, et y compris les scientifiques. C'est-à-dire nous, les scientifiques aussi, on a la course au scoop. On essaye d'aller plus vite que les autres. Il y en a qui publient tous les mois un article un peu trop vite d'ailleurs, et on a vu aussi certains médecins marseillais qui publient beaucoup trop pour qu'il puisse lui-même participer à toutes les recherches. Un chercheur au main sale, comme on appelle. Voilà, donc ça, et nous aussi, on a la course au scoop dans nos réseaux sociaux. On a envie d'être le premier à poster un truc et d'avoir plein de likes. Donc en fait, c'est une tendance humaine. Et aussi l'intérêt pour les choses, les accidents ou les dangers, nous aussi dans les rumeurs, c'est les premières choses qu'on va partager. Donc en fait, dans cette critique aux médias, faut faire une autocritique de nous toutes et tous, parce qu'on fonctionne tous là-dessus. Et comme disait Julien, s'il y a une chaîne qui montre un truc plus incroyable, on va aller dessus et on va le faire. Donc c'est quelque chose, un effort à faire tous et toutes collectivement. Et juste pour rebondir en une seule phrase, c'est pour ça qu'il faut dissocier, à mon sens, ça va aller peut-être un petit peu à rebrousse-poil, mais l'aspect vouloir être le premier et ne pas vérifier ses infos. Moi, je voulais être le premier mentaliste sceptique de France. Je voulais être le premier à parler de ces sujets-là avec scepticisme et déconstruire l'image de Patrick Jane, Sherlock Holmes, et aller vers non, je suis un magicien et c'est tout, un illusionniste. Et donc, en fait, si tu veux, de la même manière, je pense qu'en fait, il faut changer les mentalités pour que les journalistes veulent être les premiers à apporter une information vraiment fiable. Et donc, en fait, cette espèce d'actu chaud, ça existe depuis les années 90. La première la grosse guerre qui a été médiatisée, c'est la guerre du Vietnam. Puis après, là où on a vraiment commencé à voir les dispositifs, les hélicoptères, les images en direct, c'est la première guerre du Golfe avec CNN. Et c'est d'ailleurs toute la genèse de Groland avec CNN International, où il faisait un espèce de truc parodique avec un accent américain à couper au couteau. Donc, cette caricature, c'est depuis les années 90. Et à l'époque, il y avait quand même beaucoup moins de fake news qu'aujourd'hui. Donc, il faut se poser la question ailleurs, à mon avis, que de vouloir être les premiers avec l'actu chaud, machin. Je pense que c'est un élément, mais c'est multifactoriel. Allez-y pour Alors moi, je voulais juste partir sur un point. La crise du Covid, elle a quand même montré qu'il y avait des journalistes, des chercheurs qui étaient aptes à parler à la télé. C'est pas le cas de la majorité des bons, parce qu'ils n'ont pas le temps. Et parce que parler à la télé, savoir présenter, savoir répondre à des questions de journalistes, ça s'apprend. Et je me demandais dans quelle mesure ça devait faire partie de la formation des chercheurs, ou
alors ça devait faire partie, ou dans ce cas-là, c'est du temps qu'il faudrait qu'ils aient dans leur formation et aussi tout court, parce que avec la course à la publication, on n'a pas forcément le temps de faire ça. Et voilà. Oui, tout à fait. Moi, c'est ce que je disais sur le fait d'aller aussi sur les réseaux sociaux. Ça devrait être quelque chose mais ça se fait aussi de plus en plus. Dans les universités, on a un service de presse qui maintenant on fait des communiqués de presse et eux devraient nous apprendre aussi pour les aspects médiatiques, la télévision, etc. Alors effectivement, on le fait comme ça, sans apprentissage, on le fait sans formation, mais c'est vrai que ce serait important. En tout cas, vous avez raison, il faudrait qu'on arrête de sélectionner les gens simplement parce que c'est des bons clients. Nous, c'est notre façon, malheureusement, c'est dans le jargon, on dit c'est un bon client. Bon client, ça veut simplement dire quelqu'un qui vulgarise très bien. Le problème, ça peut être aussi quelqu'un qui est un toutologue, c'est-à-dire qui est capable de parler de tout. Je ne vais pas encore citer mes concurrents, si je vais les citer. CNews, par exemple, vous avez les mêmes mecs. Hein, ouais, je peux pas m'empêcher, c'est comme le scorpion, la grenouille, tout ça. Et CNews ne peut pas, a forcément 4 mecs qui parlent de tout. Parce que c'est des bons clients. C'est-à-dire que tu leur parles de n'importe quoi, ils vont te sortir de la punchline, des choses qui sont compréhensibles par tout le monde. Et donc, j'imagine que si vous posez la question, c'est que vous êtes dans le domaine de la recherche. Et je pense que oui, avoir un peu de média training pour que les bons chercheurs soient capables de s'exprimer dans un langage qui est compréhensible par tous. Parce que le chercheur qui arrive, parce que moi j'en ai en plateau, j'essaye moi de prendre des chercheurs dans Vrai ou Fake. Et le chercheur qui arrive et qui s'intéresse, lui, il parle à sa communauté scientifique. Et qu'est-ce qui va intéresser ses pairs? Et comment il va pouvoir montrer à ses pairs qu'il a fait des recherches intéressantes? Celui-là, il n'a pas compris le principe de la télé, nous on s'intéresse au grand public. Donc il faut que lui aussi ait compris que le but c'est qu'il parle au grand public et pas qu'il se fasse mousser devant ses pairs. Donc il faut qu'il y ait aussi du média training du côté des scientifiques, je suis tout à fait d'accord, et ça facilitera nous notre choix de ne pas prendre la personne parce que c'est un bon client mais parce que c'est quelqu'un de compétent. Après ça laisse ouvert toute une discussion qui me semble qui était entièrement d'accord avec ce qui a été dit, mais ça laisse ouvert une partie de la question que j'ai cru comprendre. Est-ce que c'est forcément dans la mission d'un scientifique d'être un communicant ou d'aller sur les plateaux? Mon sentiment c'est que non. C'est-à-dire que ce qu'on demande d'abord à un scientifique, c'est d'être un bon scientifique et de produire de la bonne recherche. Et la question de la médiatisation et de la vulgarisation de la science est un vrai problème. La faire reposer uniquement sur les individus qui devraient tous ou partiellement descendre dans l'arène médiatique, je suis plus prudent. Je vais dire, il y a un problème beaucoup plus complexe à régler. Un scientifique doit d'abord faire de la bonne recherche, c'est ce pourquoi il est payé. Mais si on envoie des communicants, certains nous diraient, vous-même, c'est pas des scientifiques qui parlent. Donc c'est une espèce de serpent qui se mord la queue en fin de compte. Allez, mais le média training reste utile. Rapidement, pardon Clément, la dernière question. Donc bonjour, déjà merci à tous les 4. J'avais une question, je vais essayer de faire rapide. Vous avez beaucoup parlé du coup de la critique qu'on peut faire des médias pendant la crise sanitaire. Moi ma question c'était, est-ce qu'on a des études comparatives de ce qui s'est passé à l'étranger pour savoir selon les pays en fait quelles ont été la place des scientifiques dans les médias et faire le lien en fait avec le taux d'anti-vax on va dire dans chaque pays et pouvoir en fait comparer les différentes pratiques dans les pays. Est-ce qu'on a des retours là-dessus? Pas à ma connaissance, mais encore une fois, c'est multifactoriel, c'est-à-dire que ça dépend aussi. Tu prends un pays comme l'Allemagne qui connaît Merkel depuis 20 ans, tu n'as pas la même instabilité politique en termes de gouvernement et de gestion du pays successif. Et donc je pense que ça a aussi je pense qu'on a beaucoup associé encore une fois politique, science et donc élite, peuple, élite comme deux antagonistes. Et je pense que je pense que le ras-le-bol entre guillemets gilet jaunesque anti-vax ne dépend pas que de la sphère médiatique. Mais je ne sais pas si on a des études là-dessus vraiment comparatif avec d'autres pays. Je vais essayer de ne pas faire ce que les journalistes font, ça va donner leur avis quand ils n'ont rien à dire. Je n'ai Moi, pas les données, pas, hein. Et donc je vais me taire, parce que c'est une très bonne idée, j'aimerais beaucoup les avoir, je peux vous répondre ça, mais je ne les ai pas. Merci à tous les 4, on vous applaudit avec chaleur, bravo. Merci pour la qualité de vos interventions. On se retrouve dans 1 à 2 minutes autour de notre deuxième table ronde. Vulgariser, est-ce faire l'impasse sur la rigueur? À tout de suite.